Et donc je vous propose d'enchaîner sans plus tarder, on est presque à l'heure, sur la table ronde. Donc j'invite François Bitouzé à venir à nouveau, Amandine Lecoq du Futuroscope, Sarah Pau d'Airbnb et Michel Durieux du CRT Nouvelle-Aquitaine. Allez-y, installez-vous, oui, on va mettre 2 et 2. Parfait. Il n'y a pas de plan de table, non. François Bitouzé est peut-être en train de délibérer. Si quelqu'un veut bien aller le chercher. Paul-Antoine, merci. Parfait. Ça tombe bien, c'est pas lui qui parle le premier, mais quand même. Je vous propose qu'on démarre assez rapidement. Donc, on a convié donc à la fois le Futuroscope, Airbnb, SNCF.com pour avoir leur regard en tant qu'acteur privé majeur. Donc différents types, un parc d'attractions, un transporteur, un hébergeur. Voir un petit peu comment ils sentent l'évolution du secteur touristique, quelle est leur vision aujourd'hui et quels sont leurs projets actuels. Michel Durieux, quant à lui, est palois d'origine, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on m'a dit, effectivement. Et donc, depuis quelques mois maintenant, à la tête, en tant que directeur général, du CRT Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il nous apportera aussi son regard par rapport à ces témoignages et sa vision aussi de ce que peut être le tourisme aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. On l'a évoqué ce matin avec la vice-présidente en charge du tourisme, Sandrine Derville. Vous avez aussi amené une vision qui vise notamment à avoir davantage de clientèle internationale, à faire de la Nouvelle-Aquitaine une région forte en France et probablement aussi en tissant des partenariats avec de grands acteurs comme le Futuroscope qui fait partie évidemment de votre territoire, et puis Voyage SNCF. La SNCF elle-même a fait un petit effort avec une ligne à un peu plus grande vitesse, et je crois que ça se vend plutôt pas mal. Et puis Airbnb, donc, qui est aussi un acteur majeur maintenant du secteur de l'hébergement, et on verra avec des projets aussi sur différents projets. On commence avec Amandine. Je te laisse la petite zapette. Où tu te mets là-bas? Très bien. La vidéo défile? Normalement, oui. J'espère que ça va fonctionner. Ça marche. C'est bon? Non. Non. Non, là, il ne se passe rien. Vas-y. Normalement, ça défile tout seul. J'ai pas de vidéo, non. Non, là, il faut... Désolé. C'était une petite vidéo animée, donc je vais la faire manuellement. Bonjour à tous. Donc la question qu'on ne m'a pas posée, mais à laquelle je vais répondre, c'est en quoi le digital aujourd'hui est un enjeu pour le Futuroscope. Alors juste pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que le Futuroscope c'est un parc d'attractions, on est le 2e en France. On fait 2 millions de visites par an. Ça représente à peu près 600 000 foyers et on n'en qualifie que 200 000 par an. Donc 30% uniquement. Il y a déjà la moitié des Français qui sont venus au Futuroscope depuis 30 ans. On en est à 40 millions. Qui dans la salle n'a pas visité le Futuroscope? Merci, ça me fait plaisir. Qui a visité le Futuroscope il y a moins de 2 ans? Voilà. Donc notre enjeu aujourd'hui, nous, c'est de refaire venir les gens qui sont venus depuis plus de 30 ans et de faire venir donc la moitié des Français qui ne sont pas encore venus. On a un chiffre d'affaires qui est de plus de 100 millions d'euros pour la première fois cette année. On en fait 80% en réservation. Ça veut dire que 80% des dépenses générées par les clients, c'est avant qu'ils arrivent sur le site. Le site internet pèse à peu près un tiers de ce chiffre d'affaires, 33 millions. On a un site internet qui fait 6 millions de visiteurs uniques par an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'un quart des gens qui vont sur le site internet qui regardent les pages attractions, alors que c'est le cœur de notre offre. On a une satisfaction des visiteurs qui est un indicateur très important pour les sites touristiques qui est d'environ 8 sur 10, qui est plutôt bon, mais avec un taux de très grande satisfaction qui monte à 75% avant qu'ils arrivent sur le site, qui descend à 36% quand ils sont sur le site et qui reste à 36% une fois qu'ils partagent leur expérience sur les réseaux sociaux. Et cette note de satisfaction, à l'intérieur de cette note, il y a aussi un tiers seulement des gens qui prennent en compte les attractions pour noter leur expérience de visite au parc. Le business plan du parc, c'est une règle qui s'appelle les 10-20-60. On investit chaque année 10% du chiffre d'affaires
pour renouveler 1/5 de l'offre, puisqu'on est dans une politique de revisite très forte, c'est un secteur extrêmement concurrentiel, pour faire revenir à peu près 60% des visiteurs. On a un cahier des charges pour le renouvellement des attractions qui est assez contraint. Il faut du fun, du festif et du familial, ça c'est la base. Et il faut surtout qu'on arrive à assembler des nouvelles technologies avec un contenu qui soit unique au monde. Et le principe, c'est que ça dure minimum 4 minutes et on a besoin de débiter 1000 personnes par heure dans une attraction. Donc aujourd'hui, le digital, ça nous pose beaucoup de questions. Alors, on y est déjà depuis un petit moment, bien évidemment. Et la question que ça nous pose, c'est comment on peut casser avec le digital les plafonds de verre qui s'imposent à nous aujourd'hui. On est dans un monde, je vais vous la faire courte, où la politique de consommation change beaucoup. Tous les digital natives sont nos futures familles de demain, sont tous nés avec un écran dans la main et n'ont pas du tout les mêmes attentes en termes de consommation, loisirs et touristique que leurs parents, qui sont le gros de notre clientèle aujourd'hui. Ils zappent, ils partagent, ils sont dans l'immédiateté, l'interactivité, dans beaucoup la gamification aussi. Et nous, le sujet, c'est comment demain l'offre Futuroscope est adaptée à eux et comment on peut upgrader l'offre pour les satisfaire. Il y a 2 enjeux sur la digitalisation aujourd'hui. Un, la distribution de l'offre. Il y a aussi un écosystème qui a beaucoup évolué. On a beaucoup de net players et d'autres sur le thème de loisirs ou de l'hébergement qui ont émergé ces dernières années et qui captent la donnée client à notre place, qui du coup, pour y être présents, nous demandent des investissements assez forts et qui font qu'on perd la donnée et qu'en plus, ça nous coûte des commissions supplémentaires. Et puis, un enjeu aussi d'upgrader l'expérience de visite sur site en proposant des choses au travers du digital qui permettent aux gens de partager davantage avec leurs amis ou leurs familles, avec ceux qui sont venus visiter le parc, mais aussi avec tous les autres visiteurs du parc le jour même. On a intégré du digital dans nos attractions depuis longtemps. On a été les premiers au monde à faire une attraction en réalité augmentée en 2007. La réalité augmentée n'existait pas encore en France, et malgré tout, c'était une start-up française qui s'appelle Total Immersion qui l'avait inventée et qui l'avait présentée à l'Expo universelle à Aichi, au Japon, en 2004. Tout ça pour vous dire qu'on voyage beaucoup à travers le monde pour aller rencontrer des nouvelles start-up qui habitent juste à côté de chez nous. Donc je suis ravie d'en avoir à disposition ici aujourd'hui, beaucoup plus proche. Cette attraction, à base de réalité augmentée, parlait des animaux du futur. C'était un safari qui permettait aux gens de découvrir à quoi allait ressembler le singe dans 5, 10, 20 millions d'années. Et on pouvait, en tendant la main avec un capteur, balancer une banane au baboukari qui apparaissait dans les lunettes écran. Et si on la lançait bien, le baboukari mangeait la banane. C'était une expérience révolutionnaire. On a cartonné en attractivité cette année-là. Ça a été un bid monstrueux en termes de satisfaction. Pourquoi ? La techno n'était pas au point. Le recalcul de l'image que permettait la réalité augmentée l'était, mais la qualité de l'image et le confort UX de l'expérience, le poids des lunettes et le fait de devoir bouger pour générer l'expérience, c'était quelque chose de complètement nouveau pour les visiteurs. Ils n'ont pas du tout aimé, on l'a fermé au bout de 3 ans. Et ça fait 10 ans qu'on n'a pas ressorti d'expérience à base de réalité virtuelle ou de réalité augmentée au parc, parce que les nouvelles technologies, qu'elles soient sur le device ou sur le contenu de l'image, ne sont pas au rendez-vous pour permettre une très grande satisfaction des clients et répondre aux attentes des visiteurs que je vous ai expliqué tout à l'heure. On retente l'expérience l'année prochaine. On a trouvé cet assemblage unique de nouvelles techno, de contenu et de storytelling, parce que tout commence par une histoire au Futuro. Hein. Les nouveaux modes de techno, c'est bien beau, mais il faut quand même raconter une histoire avec ça. Et du coup, je vous annonce que nous allons devenir copilote de Sébastien Loeb, qui va faire une course en Alsace chez lui, et vous allez être baqué dans les sièges qui lui servent de simulateur pour répéter ses courses depuis plus de 20 ans, donc qui sont au point technologiquement parlant, avec des lunettes qui sont des HoloLens, avec un contenu qu'on a filmé en images réelles, avec Sébastien Loeb, sur la base de ce aujourd'hui qui lui permet de reconstituer ses courses au jour le jour. Donc ça fait 10 ans qu'on attendait ça. On espère être au rendez-vous au mois d'avril et que ça va parler à notre clientèle. Mais pour autant, il nous reste encore plein d'enjeux pour péter les plafonds de verre dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui aujourd'hui va permettre aux visiteurs de rajouter du fun dans leur visite du Futuroscope en dehors des pavillons et des attractions?
la question est posée, avis aux amateurs si vous avez des idées. On a testé des choses sur la gamification, il y a eu des effets de mode, Pokémon Go, on a cartonné en fréquentation les 2 premiers mois, ça s'est assez vite effondré par la suite. On a cherché à se l'approprier, à faire nous-mêmes, mais c'est compliqué d'expliquer aux gens que pendant qu'ils font une file d'attente, ils peuvent télécharger quelque chose pour s'amuser avec les gens qui font la file d'attente avec eux ou ailleurs dans le parc. Donc encore une fois, avis aux amateurs si vous avez des idées sur le sujet, on est très intéressés. Et ça, c'est la première chose sur l'upgrade de l'expérience. Comme je vous l'ai dit en introduction, il n'y a qu'un quart des gens qui consomment les pavillons dans la préparation de la visite et qui en sont satisfaits à la fin. Les 2 autres tiers, c'est tout ce qui a trait à l'ambiance, au partage, aux valeurs stratégiques de la marque. Et donc la question qu'on se pose, nous, c'est comment on crée de la valeur Futuroscope, au-delà de ce qu'on a construit dans les pavillons, pour vraiment interagir davantage avec nos clientèles, en amont, pendant et après la visite. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui, pour plein de raisons. D'abord aussi pour des questions d'investissement. On a un peu des outils qui sont des Rolls-Royce chez nous, qui nous coûtent une blinde en maintenance, permettez-moi l'expression, et qui du coup font qu'on a une très très belle Rolls-Royce avec un magnifique moteur, mais qui ne sort pas du garage. Et aujourd'hui, un autre axe important que la digitalisation nous pose, c'est la distribution de l'offre. J'y parlais un instant avec les net players et tous les revendeurs qui nous piquent à la fois de la donnée et de la commission client. Il y a des sujets du type les marketplaces, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, qui nous permettraient d'allonger la durée de séjour au Futuroscope et dans le territoire, parce que le Futuroscope, au-delà des chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous sommes le premier site touristique de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes ceux avec la plus grande notoriété et avec la plus grande audience sur Internet. Et nous sommes la porte d'entrée pour tous les touristes qui ont un axe nord-sud, étant en plein milieu de l'A10. René Monory avait pensé à tout ça il y a déjà 30 ans. Du coup, la marketplace nous permettrait de vendre d'autres destinations, d'autres sites touristiques, d'autres activités touristiques en proximité sur le territoire, grâce à notre notoriété, nous permettront comme ça de générer de la marge additionnelle. Et nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir pusher notre offre au travers de tous les sites aujourd'hui qui vendent des activités, mais uniquement des prix d'appel, et ça c'est un petit conseil aussi pour tous les sites touristiques qui sont là ou qui organisent des événementiels. L'idée c'est de pusher au travers de tous ces net players uniquement le produit d'appel, donc la billetterie pour faire court, et de réussir à un moment donné à récupérer les clients avant qu'ils arrivent sur nos sites en direct pour leur pusher des services additionnels du type e-conciergerie qui pourraient leur permettre d'upgrader leur visite et avec des activités qui, en plus, nous feraient du business additionnel. Donc, en fait, le 10-20-60 dont je vous parlais tout à l'heure, on est en train de le revoir complètement. On a décidé cet été d'investir à partir de maintenant 500 000 € par an sur des projets digitaux avec ces 2 vocations-là, mieux distribuer l'offre Futuroscope et mieux upgrader l'expérience de visite. Donc, encore une fois, je suis ouverte à toute proposition. N'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup, Amandine, pour ce témoignage. Je te propose de t'asseoir. Alors, Michel, on le disait tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir quelques porte-drapeaux comme le Futuroscope sur une dimension internationale. Comment aujourd'hui vous pensez pouvoir accompagner et peut-être répondre à certaines des questions que vous pose le Futuroscope, et comment vous pouvez aussi tirer parti de toutes ces actions qui sont mises en œuvre? Alors déjà, j'ai compris qu'il ne fallait pas jouer à les bananes avec le Futuroscope. Avec le Futuroscope et tout ce qui est mis en œuvre, il y a le côté attractivité finalement du Futuroscope. Mais après, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire qui n'est pas encore une destination touristique. Elle est constituée de grandes marques et de grands sites touristiques. Donc on avait tout à l'heure Lascaux, là on a le Futuroscope. Oui, qui sont d'ailleurs réunis au sein d'un collectif, les grands acteurs de la Nouvelle-Aquitaine, pilotés par la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Si je ne me trompe pas, je crois qu'Olivier Gauthier est dans la salle d'ailleurs, et qui mène des travaux donc, depuis maintenant quelques temps pour réfléchir à tous ces sujets-là. Et donc là, il y a 2 enjeux. C'est arriver à faire venir plus de touristes français et étrangers sur ce territoire, sur ces grands sites, mais ensuite c'est arriver à créer finalement des flux touristiques nouveaux. C'est-à-dire on peut commencer au Futuroscope, mais ensuite aller à Bordeaux pour passer par Lascaux et en continuant à découvrir les territoires. Donc là, sur une place de marché que propose le Futuroscope ou que propose le CRT ? Le Futuroscope propose une place de marché. On travaille tous sur cette magnifique place de marché qui finalement ouvrirait des possibilités nouvelles. En sachant que les technologies évoluent très vite, ça fait très longtemps qu'on pense à ces places de marché, donc il ne faut pas se louper. Donc on y travaille, c'est à la fois
arriver à croiser les contenus qui sont disponibles et qui existent, et que les offices du tourisme, et là je salue tous les offices du tourisme qui travaillent à saisir des contenus valables de façon permanente et actualisée, mais en même temps derrière rendre notre territoire réservable et vendable en termes d'activité touristique. Et il faut aussi structurer l'offre pour que cette offre elle apparaisse comme quelque chose d'attractif au niveau des touristes. Donc c'est à la fois faire venir des flux nouveaux. On dit que l'année dernière, il y avait à peu près 27 millions de touristes qui sont venus en Nouvelle-Aquitaine. Cette année, on devrait être aux alentours de 28 millions, peut-être dépasser les 28 millions. On est en train de se dire qu'on devrait arriver à 32 millions de touristes horizon 2020. Et dans ces 32 millions, passer de 3 millions de touristes étrangers à 4 millions et demi en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est quand même des nouveaux enjeux, des flux nouveaux à gérer. Donc après, il y a toute la réflexion de comment on les transporte, comment on fait la promotion, et ensuite comment on les fait aller d'un endroit à un autre. Donc là, c'est toutes les applications, c'est toutes les innovations qui ont été présentées ces jours-ci, qui vont continuer à être présentées. Par exemple, le CRT a créé une application de géocaching qui s'appelle Terra Ventura. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le voir, qui a été utilisé par 165 000 personnes cette année, c'est plus 91%, qui maintenant est déployé sur 10 départements et qui l'année prochaine seront déployés sur l'ensemble des départements de la région. Ça permet de partir, par exemple, du Futuroscope, ou de partir de Bordeaux, ou de partir d'un point où il y a une densité forte de touristes, et les amener à se balader et à découvrir notre territoire de façon ludique, en famille. Et pour moi, c'est un tout petit peu, et le Futuroscope, tant qu'elle n'écoute pas, tout va bien, c'est un parc d'attractions finalement dématérialisé. Oui, on a eu l'occasion d'avoir une présentation par Sophie Marnier, effectivement, il y a quelques années. On peut partir du Futuroscope et continuer son activité de balader. Et on peut le faire dans l'autre sens aussi, c'est de partir de n'importe quel autre site touristique et revenir vers le Futuroscope. Merci. François, Sarah, peut-être, vous êtes évidemment dans vos deux domaines, hébergement, transport, dépendant du dynamisme des territoires et notamment des acteurs comme peuvent être le Futuroscope. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des travaux, des passerelles en commun? On parlait beaucoup de data, d'exploitation de cette data. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à partager certaines choses, que ce soit avec l'institutionnel ou avec des partenaires comme peuvent être le Futuroscope? Bonjour à tous. Nous, on peut faire beaucoup de choses, je pense, ensemble, et je suis ravie qu'on se rencontre aujourd'hui. Sur les deux points dont vous parliez, à la fois les flux touristiques et un public plus international, je pense que Airbnb peut vraiment aider, évidemment, à héberger des familles, par exemple, dans des maisons autour. Il faudrait qu'on en parle, je ne me rends pas compte du coup du tout de l'hébergement qu'il existe aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent leur maison autour à louer pour quelques jours pour permettre à des familles de venir. Et ça dans un périmètre peut-être un peu plus large que ce qui existait avant. Et puis effectivement, Airbnb, c'est évidemment une plateforme mondiale, donc on a beaucoup d'étrangers qui utilisent la plateforme. On peut faire beaucoup de communication aussi autour de certaines destinations ou de certains sites en France auprès d'un public alors nord-américain évidemment, mais aussi évidemment européen. Donc on a vu plusieurs possibilités de collaboration. Voilà. Bonjour à tous. Je pense que cette volonté de travailler, de créer des synergies, c'est quelque chose, c'est un peu la pierre philosophale, donc on court tous après, et j'espère qu'un jour on la trouvera. Nous, ce qu'on voit, parce qu'on travaille beaucoup avec les destinations, notamment certaines qui sont dans cette salle aujourd'hui, c'est que ce qui marche bien, c'est vraiment quand on arrive, nous, à jouer notre rôle de distributeur, c'est-à-dire de lier des contenus des destinations, des offres des CRT par exemple, avec aussi des offres de la SNCF, notre actionnaire. Donc c'est vrai, quand on arrive à avoir le trio magique qui est qu'est-ce qui se passe sur place, des offres entre guillemets un peu alléchantes sur place, des fois c'est des promos sur la restauration, sur des activités, des choses comme ça. Plus, en ce moment pour la famille, c'est temps de réduction en train. Là, ça marche extrêmement bien. Ce qui montre que
au-delà de l'attractivité des destinations, au-delà de leur accessibilité, c'est vrai qu'il y a une vraie guerre, une concurrence qui se joue sur à la fin combien ça va me coûter, parce que le tourisme est une activité, est un loisir qui coûte cher. Et c'est vrai quand on arrive à coordonner ces trois-là, c'est absolument, c'est extrêmement puissant. Sur la data, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler, la question est, la réponse est évidemment oui, mais comment le faire? Parce qu'on sait que d'un point de vue juridique, évidemment, on ne peut pas partager les datas comme ça, tout simplement parce que quelqu'un qui nous a confié ces datas, même si, comment dire, il ne le sait pas, voilà, nous, on doit en prendre soin, d'autant plus si on est SNCF, voilà. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas tout se passer comme ça des datas, donc il faut que ce soit clair. Et deuxièmement, autour de cette question de data, la data, c'est aussi une valeur. Hier, quand on travaillait... Je n'ai pas parlé de la donnée. Non, bien sûr. Non, mais hier, on travaillait sur les masterclass, on évoquait aussi des fois les startups qui viennent nous voir en disant « Ah, donnez-nous de vos datas, ça va être super, on va faire des trucs géniaux ». Oui mais non, voilà, comme disait la chanson. Donc, mais c'est ça. Donc cette histoire de data, je pense qu'il faut vraiment se poser ensemble, voir quel est le cadre juridique, et en plus il est en train de changer, et se donner les moyens de le faire en bonne intelligence les uns les autres. Ok, ben François, puisque oui, quelque chose à Amandine. Ce qui est particulier dans notre secteur d'activité, alors nous on n'est pas du retail, hein, le tourisme c'est particulier, on l'a dit, les taux de fidélisation sont compliqués, les taux de revisite sont à l'année, voire tous les 4 ans, comme j'ai indiqué pour le parc. Quand on est comme nous en réservation depuis plus de 20 ans, on a capitalisé sur les données clients, on en a énormément, mais j'ai envie de vous dire, elles ne nous servent pas à grand-chose en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles nous ont permis d'étudier le comportement des visiteurs, avec en plus toute la digitalisation des devices par ailleurs, on a encore plus de données que juste les personas socio-Q qu'on pouvait avoir avant, des données comportementales qui sont très intéressantes. Une fois qu'on a mis en place ça dans nos actions à nous, la donnée qu'on a, et nous on en a un paquet, elle ne nous intéresse plus parce qu'on ne peut pas la réactiver pour faire revenir des gens. Donc elle sera forcément intéressante pour d'autres sites touristiques, et tous les sites touristiques sont dans le même cas que nous, notamment les sites touristiques de destination. Comme nous sommes, il y a des sites touristiques dans la salle qui sont plutôt un trafic d'opportunités, parce qu'il y a des touristes qui sont dans un territoire et qui viennent les voir parce qu'il pleut, on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, c'est dommage, je trouve, qu'on arrive tous à avoir énormément de données au-delà des problèmes juridiques et qu'on n'arrive pas, au-delà de se l'échanger. Il y a sûrement des partenariats à trouver pour que moi, ça ne me dérangerait pas, par exemple, de pusher sur un segment de clientèle qui intéresse un autre site touristique de la Grande Aquitaine, pusher une offre en sortie de parc pour lui dire prolonge ta visite dans le territoire en allant faire ceci ou cela. À partir du moment où c'est nous qui prenons la parole avec notre propre base client, ça passe. Et aujourd'hui, on n'a pas le mode de partenariat, le process qui va bien là-dessus. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On identifie qui est le client touristique qui correspond à une clientèle qui nous intéresse, qui est la marque qui n'a rien à voir avec le tourisme mais qui a une cible affinitaire qui nous intéresse. Et c'est un petit peu aujourd'hui du bricoli-bricolo. Il y a sûrement moyen de faire des choses là-dessus. François, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, je pense que sur la data aussi, ce qui va être très intéressant et que nous, on commence à faire, c'est le côté prédictif. Ce qui est intéressant, c'est quand on travaille la data, c'est se dire, par exemple, vous dites, eh bien voilà, notre client type aujourd'hui, qui dès qu'il entend parler du Futuroscope, il vient. Donc je dis n'importe quoi, c'est famille, 3 enfants, moins de 8 ans. Et du coup, d'aller voir d'autres partenaires, typiquement nous, peut-être Airbnb ou d'autres qui ont d'énormes bases de données, pour que nous, on extrapole en se disant, bah voilà, ces gens-là, nous, on les connaît parce que on sait qu'ils ont une carte week-end ou un truc comme ça. Et du coup, si on leur push des offres du Futuroscope, là, ça a des chances de convertir. C'est là où c'est super intéressant, c'est ce côté, c'est ce qu'ont inventé les Facebook, Google, c'est les lookalike, et ça c'est vraiment en termes de retail et de distribution, c'est extrêmement puissant. Alors là, il y a ce qu'on me disait tout à l'heure, Amandine, c'est arriver à pusher même quand on a la data chaude, pour arriver finalement à pousser les touristes à rester un tout petit peu plus longtemps ou à réorganiser. On s'est rendu compte cet été finalement, avec le mauvais temps ou avec d'autres tendances, ils zappent.
Ils viennent d'abord pour un séjour d'une semaine, puis finalement ils vont vers l'intérieur, ils découvrent quelque chose, ils continuent leur séjour, ils vont au Futuroscope. Et donc là, c'est de la data chaude. Mais ensuite, après, et donc là c'est un travail qu'on commence avec les grands acteurs, et ça c'est important, c'est travailler toute la data, avoir le profil finalement des touristes qui sont venus pour essayer de les faire aller sur une autre partie de la région à un autre moment donné, donc sur des séjours plus courts parfois, mais plus répétés. Et donc là, avec la SNCF, il y a une collaboration à trouver, avec l'aérien aussi. Et aussi, c'est pour coller aux nouvelles tendances. Finalement, on se rend compte qu'il y a des tendances qui étaient pourtant des tendances dures de marché mature, comme le marché allemand, qui a subi de grosses évolutions cette année. On le voit, c'est Lascaux qui disait que c'était normalement son 4e ou 5e marché, et cette année il s'est retrouvé comme étant le premier marché international. Donc là, c'est arrivé aussi à faire ces évolutions et adapter notre offre assez rapidement. Donc là, le CRT, notre rôle maintenant, c'est d'arriver d'abord à avoir une plateforme pure et dure, Internet, mais après notre politique sur les réseaux sociaux avec de l'e-réputation, de l'influence, et arriver, que ce soit avant le voyage, pendant le voyage, à essayer d'utiliser toutes ces données qu'on doit pouvoir traiter ensemble. Merci Michel. François, je te propose de prendre la suite. Franck Gervais nous avait présenté l'année dernière son concept de Smart Tourisme, le lancement d'un accélérateur. Donc je te propose de nous raconter un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, ce que c'est devenu. Comme tu veux, sinon je te donne la télécommande, tu peux rester assis tranquillement également. C'est ton choix. Alors, bon. Et puis quelques évolutions aussi. Oui, tout à fait. Enfin, surtout, on a une grosse actualité. Tout d'abord, donc Franck Gervais n'est pas là puisque c'est moi qui suis là. En fait, je n'enlève pas mon masque tel Fantomas, voilà. Mais en fait, vous l'avez peut-être vu, il est en train de passer, il quitte voyagesncf.com pour aller chez Accor Hotel. En fait, il aurait voulu être là, il adore l'événement. Objectivement, le timing n'était pas le bon, mais vous pouvez compter sur lui pour l'année prochaine avec sa nouvelle casquette sans aucun problème. VoyageSNCF.com, vous nous connaissez. Aujourd'hui, on est un gros acteur du tourisme français et international, plus de 4 milliards d'euros de volume d'affaires. Notre actualité aujourd'hui, qui est vraiment finalement dans la suite de cette notion de smart tourisme sur laquelle Franck était intervenu l'année dernière, c'est que vous l'avez certainement entendu puisqu'on a fait une communication là-dessus en mai. VoyageSNCF.com va devenir Oui SNCF à la fin de l'année en décembre. Alors c'est pas juste une question de rebranding, c'est pas juste une question de marque. En fait, c'est une logique extrêmement puissante sur laquelle on essaye, nous, de capitaliser, qui est de dire qu'aujourd'hui, VoyageSNCF.com, après 17 ans, c'est un leader, c'est le transactionnel. On a quelque part fait partie des pionniers. On est né en 2000, donc on a inventé la possibilité d'acheter votre train depuis chez vous. Aujourd'hui, c'est simple. À l'époque, c'était absolument révolutionnaire. On est basculé sur le mobile. Et finalement, on a créé un super commerçant digital. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce que nous demandent nos clients, ce que nous permettent aussi de faire les technologies, je pense au big data, à l'intelligence artificielle, à l'IoT, le conversationnel, c'est de franchir une nouvelle dimension dans ce qu'on propose, dans notre proposition de valeur, autour du relationnel. Et c'est-à-dire, et la bascule de voyagesncf.com à Oui SNCF, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre en évidence pour nos clients cette évolution qui est que autour du transactionnel sur lequel on est expert, eh bien on est en train de se diriger de manière très volontariste vers le relationnel. Notre idée, c'était, avant on était une grosse agence de voyage digitale. Ce que l'on veut devenir d'ici 2020, c'est le meilleur compagnon de voyage de nos clients. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, en plus de ce qu'on fait aujourd'hui, donc l'exhaustivité, le multicanal et tout ce qui est autour de la confiance sur les transactions, eh bien, c'est d'inventer des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouvelles expériences pour nos clients,
autour de 3 grands axes qui sont pour nous au cœur du smart tourisme. Le premier, c'est plus de clarté dans la présentation des offres, parce qu'aujourd'hui, nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, c'est super, je vois le TGV, je vois le Ouigo, je vois le bus, mais finalement, qu'est-ce qui doit me permettre de choisir entre les deux? C'est pas aussi clair que ça pourrait l'être. Comment est-ce qu'on peut anticiper leurs besoins pour que chaque choix soit le meilleur pour eux et pas simplement une présentation standardisée? Deuxièmement, c'est plus de personnalisation dans l'accompagnement vers le voyage. C'est vrai que si vous êtes un pro, que vous voyagez 4 fois par semaine et que par contre vous êtes une famille avec 3 enfants et que vous allez au Futuroscope 1 fois par an, eh bien vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes attentes, et il n'est pas finalement en 2017 et bientôt en 2018 normal que ce soit à vous de vivre toute cette complexité-là. C'est finalement à nous, en tant que pure player, de monter tout ça pour vous proposer le produit le plus fini et le plus en adéquation avec vos besoins et vos attentes. Et le dernier, c'est plus d'envie de voyage. On le voit bien, et toutes les discussions qu'on a pu avoir ici, un service aussi intelligent soit-il, un distributeur aussi performant soit-il, s'il n'y a pas le supplément d'âme, s'il n'y a pas l'étincelle qui fait que le tourisme, c'est pas de vendre des tuyaux en plastique, on n'y arrive pas. Donc oui SNCF, ce qui va arriver à partir de décembre, c'est une nouvelle proposition de valeur autour de ces 3 axes par rapport à ce qu'était voyagesncf.com depuis 17 ans. Évidemment, pour faire ça, on s'appuie sur notre capacité d'innovation, et c'est là où ce qu'on a commencé à révéler l'année dernière, les annonces qui avaient été faites ici autour de l'accélérateur, ont porté leurs fruits. Créer cette nouvelle proposition de valeur du meilleur compagnon de voyage, tirer profit de toutes les nouvelles technologies qui s'ouvrent à nous. Comment est-ce qu'on va le faire? Avec nos 3 piliers qu'on a vraiment mis au cœur de l'entreprise. Le premier, c'est ce qu'on appelle Innovative Company, c'est de l'agilité, c'est encourager nos collaborateurs, ils sont 1200, à avoir des idées, à sortir du cadre. Donc on fait des hackathons, on fait des pitchs de l'innovation pour faire remonter toutes les innovations possibles et imaginables. Deuxièmement, c'est la co-construction qui est devenue une part importante de notre ADN. On le faisait depuis quelques années avec ce qu'on appelle des love teams, c'est-à-dire que tous les mois, on a plus de 100 000 contacts clients, que ce soit des mails, des interpellations sur les réseaux sociaux, même des lettres, on reçoit encore des courriers, qui sont travaillés avec nos équipes pour voir où sont les irritants clients, est-ce qu'il y a des idées pour essayer de le développer. Et cette année, on a ouvert une plateforme de co-construction qui s'appelle OpenVSC, donc qui va changer de nom puisque VSC va devenir SNCF. Et l'idée de cette plateforme, c'est de permettre à tous nos devs de mettre en avant-première des projets d'époque pour que les clients puissent les tester. On l'a lancé en février de l'année dernière, enfin de 2017, et aujourd'hui on a eu plus de 20 000 personnes qui ont participé, qui nous donnent des feedbacks, et ça pour nous c'est très important. Et le dernier, c'est l'ouverture à l'écosystème e-tourisme, donc c'est les partenaires des destinations, mais aussi les startups, via notre accélérateur qui s'appelle Act 574. Alors Act 574, c'était pour accélérateur du tourisme, et 574 parce que c'est le record de vitesse du TGV. Donc c'est un petit clin d'œil à notre maison mère SNCF. Cet accélérateur, 1 an après, nous on en est assez fiers parce que ça a permis de faire pas mal de choses. Il y a 9 startups qui ont été accélérées. Ça leur a permis de se lancer en général sur les marchés là où ils étaient encore en train parfois de chercher des business models ou d'affiner leurs expériences clients. Et ça a permis de développer, ça c'est pour elles, et aussi pour nous, des initiatives qui sont bonnes aussi pour les clients de voyagesncf.com. Notre méthodologie, et je pense que c'est ça le deal qu'on a avec les startups et qui fait qu'elles sont intéressées et qu'elles aiment travailler avec nous, c'est que c'est pas la foire d'empoigne, envoyez-nous vos dossiers, voilà. C'est plutôt nous qui allons vers les startups, qui les screenons pour savoir si elles peuvent rentrer dans cet accélérateur. Ensuite, on fait un pitch interne et du coup, on a ce qu'on appelle des batchs. 3 fois par an, donc c'est des batchs de 4 mois. On a 3 startups que l'on accompagne, et il faut que vous sachiez, donc l'accélérateur, c'est pas d'investir de l'argent, c'est d'investir du temps. On investit à peu près 500 heures de collaborateurs de voyagesncf.com par startup.
Donc, c'est beaucoup de temps, c'est du temps qui est customisé en fonction de leurs besoins. Donc ça peut être des devs s'ils ont besoin technologiques, ça peut être du marketing si leur enjeu c'est de rentrer dans les marchés. Nous, la communication, on est aussi mis à profit. Il y a des fois le juridique. On parlait de la data tout à l'heure. Il y a beaucoup de startups aussi qui sont face à des plafonds de verre parce que c'est compliqué de rentrer dans ces univers d'un point de vue juridique. Voilà, c'est tout ça qu'on leur offre. Et ensuite, avec elles, à chaque fois, on fait des ateliers et on essaie de monter un vrai projet qui nous permet d'aller jusqu'au bout de la collaboration avec elles. Ça marche bien, les startups sont a priori contentes et ça nous amène même à approfondir des relations avec certaines d'entre elles. Je pense à Rendez-vous chez nous, qu'on a accéléré en 2017. Ça s'est très bien passé, à tel point qu'on a décidé de rentrer dans le capital via du Media for Equity. Et c'est une des belles histoires de Act 574. Donc voyagesncf.com, après 17 ans de bons et loyaux services, va céder la place à Oui SNCF d'ici la fin de l'année. Pour nous, c'est le début d'une nouvelle aventure. On a... je ne sais pas si on n'a jamais tout réussi, mais en tout cas, on a fait nos preuves sur le transactionnel. C'est vraiment l'aventure du relationnel et on compte vraiment sur cette méthodologie Smart Tourisme pour arriver à la mener à bien pour nos clients. Voilà. Merci François, on peut l'applaudir également. Peut-être, Sarah, Amandine, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, l'hyper-personnalisation qu'évoque François, le compagnon, c'est quelque chose que vous visez tous. Quels sont peut-être les projets que vous avez en ce moment sur ces sujets-là, ou si vous pouvez nous en parler, bien évidemment, au-delà de ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ça tombe bien parce que moi j'ai un projet de personnalisation avec Airbnb, mais je leur en ai pas encore parlé. Bien évidemment, nous l'idée c'est de personnaliser la visite le plus possible, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un truc qui fait tourner le monde, hein, c'est la vanité. Donc plus les gens auront l'impression de vivre une expérience que leur petit voisin n'a pas vécue, le plus ils seront contents et plus on atteindra les scores de TGS, c'est-à-dire de très grande satisfaction, qui leur permettront d'être les meilleurs ambassadeurs de nos marques et du coup de se fidéliser. Donc l'upgrade de l'expérience visite, c'est évidemment de la personnalisation. La personnalisation, ça passe par l'ajout de services additionnels qui ne sont pas aujourd'hui dans la proposition de valeur du parc, mais qui font partie des besoins des gens. Donc on a effectivement un projet d'e-conciergerie qu'on réfléchit. On a commencé à le développer en interne, mais finalement il y a des gens qui savent faire mieux ça que nous, notamment sur des modèles hybrides qui mêlent à la fois intelligence artificielle et concierge physique, pas la peine de les nommer, je pense que la Nouvelle-Aquitaine sait de qui je parle à Bordeaux. Et du coup, Airbnb développe ça aussi, et je pense que, pour répondre à la question aussi qu'on ne m'a pas posée, mais que je vais répondre tout à l'heure, on a 1400 chambres sur le site du Futuro, qui sont pratiquement que des chambres de chaîne Accor, et il y a, on est passé de 0 à 500 hébergements Airbnb en 2 ans à 20 km autour du parc. Mais ce n'est pas une offre hébergement aujourd'hui qui correspond à la demande de nos clients, puisque nous, la demande, c'est plutôt des chambres quintuples ou sextuples. Et c'est plutôt, en gros, des apparts d'étudiants qui louent à la semaine. Des apparts d'étudiants qui, pendant leur week-end, font des visites au Futuroscope guidées, qu'ils se font payer par les hôtes Airbnb et qui sont par ailleurs salariés Futuroscope parce qu'ils bossent en vacataire dans les restos ou dans les attractions. Donc je pense qu'on a effectivement quelque chose à faire ensemble sur le sujet. C'est parfait. Non, on va clairement se parler un peu plus après. Sur la personnalisation, évidemment aujourd'hui les logements sont personnalisés. Donc si vous cherchez tout le temps une chambre privée dans les premiers prix, vous aurez plus de logements privés dans les premiers prix qui apparaissent en premier. Et puis aujourd'hui, il y a aussi une personnalisation justement des expériences, puisque on a lancé des expériences pour l'instant en pilote à Paris et en Provence. Mais si vous regardez que des expériences de sport, il se peut que dans les prochaines semaines, il y ait plus d'expériences de sport qui arrivent si vous voyagez, à l'étranger ou même en France. Et donc évidemment, comme on connaît les gens qui vont sur Airbnb, on peut leur proposer ce qui leur correspond le mieux. Voilà. Michel, je reviens avec vous sur l'exposé de François. Il nous parlait également des collaborations avec le secteur institutionnel. Aujourd'hui, pour vous, Voyage SNCF, demain, Oui SNCF est un partenaire avec lequel vous envisagez de travailler, vous l'avez déjà fait, et on sait bien que leur campagne touche une clientèle très importante. Premier site en France de tourisme
en nombre d'e-commerce tout simplement, et dans le tourisme également. Clairement, de toute façon, la SNCF est déjà partenaire avec la région. Et Sandrine Derville, ce matin, évoquait le schéma de développement touristique régional. La SNCF a un rôle très important sur notre région, mais sur l'ensemble du territoire, avec une réflexion toujours, c'est le canal de distribution et après le mode de transport. Et là, je voudrais insister sur la nécessité aussi de connaître les clients jusqu'au bout, parce qu'on a toujours le syndrome du dernier kilomètre. Une fois qu'on est arrivé à la gare, il faut encore aller jusqu'à la destination touristique. Et donc là, je fais un appel à la population pour tous ceux qui ont aussi des idées, des technologies et des réflexions sur le sujet, parce qu'il y a des modèles à inventer pour arriver de la gare à aller sur le littoral, mais aussi sur le site patrimonial. Il y a un service qui est proposé maintenant directement sur certaines destinations de la SNCF. Et donc là, il y a une collaboration claire entre nos destinations touristiques, Voyage SNCF, et ensuite le CRT pour en faire la promotion et pour structurer finalement la totalité du parcours touristique. Parce qu'on pense souvent au transport principal, on pense à l'hébergement final, mais il y a ces quelques kilomètres. Oui, c'est ce que nous on appelle le porte-à-porte. Évidemment, quand vous partez en vacances, vous n'allez pas de la gare de Lyon à la gare Saint-Charles de Marseille. Il se trouve que vous avez une vie avant, vous avez une vie après, et prendre le train n'est pas l'aboutissement de vos vacances. Et donc nous, du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer de plus en plus comment aller à la gare, parce que quand on a des bagages, c'est pas si simple que ça, on a peur d'être en retard. Donc ça, c'est plutôt un enjeu de commodité, parce qu'on sait où est la gare. Par contre, quand on arrive à la gare de destination, ce qui est très intéressant, c'est de montrer et de mettre en bout à bout les autres moyens de locomotion et surtout où est-ce que vous allez. Parce que vous ne savez pas forcément où est votre hôtel, vous ne savez pas forcément exactement où est votre maison d'hôte ou peut-être votre Airbnb, et il n'y a pas forcément toujours un train qui s'arrête juste au pied. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus, avec évidemment la galaxie SNCF, donc il y a les TER, il y a aussi des offres plus en train d'émerger comme ID-Cab, c'est un peu comme c'est du VTC mais qui appartient à SNCF, ou aussi des offres vraiment économie et collaboratives comme WeCar. Le principe de WeCar, c'est très simple, c'est des gens qui laissent leur voiture parce qu'ils sont à la gare, parce qu'ils sont partis en vacances, et il y a d'autres personnes qui arrivent dans cette gare qui peuvent utiliser la voiture pendant le week-end ou pendant les vacances. Et c'est là, quand je parlais de passer du transactionnel au relationnel, c'est que c'est vraiment là cette bascule qu'on essaye de faire. Il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui sont plus compliquées, mais en tout cas, c'est bien ça la logique. Merci. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faudrait qu'on fasse en fait plus souvent des tables rondes comme ça, parce que j'arrive à avoir mes partenaires réunis, on peut discuter, et finalement, je suis sûr qu'à la sortie de cette table ronde, je vais pouvoir signer les partenariats de l'année prochaine. Écoutez, c'est parfait. On va peut-être poursuivre donc avec la présentation de Sarah. Sarah, aujourd'hui, Airbnb, c'est le 3e site visité en France dans le domaine du tourisme. Vous êtes devenu un acteur majeur. Alors, on est où, comme tu veux, assise ou à ton gré. On n'est pas là pour discuter des affaires juridico-fiscalo, économico, médiatico-sociales. Qu'importe, il y aura peut-être des questions dans la salle et tu es prêt à y répondre. Tu es là ce soir, on aura l'occasion d'en reparler si certains veulent le faire. Mais là, on est plus effectivement ici pour parler de votre vision. Alors, on ne va pas avoir la vision globale des 3 fondateurs d'Airbnb. On voit qu'aujourd'hui, vous investissez de nombreux autres secteurs, la restauration notamment aux États-Unis, avec un nouveau portail qui a été mis en ligne, des partenariats comme par exemple avec June, la petite sœur d'Air France, qui vient de se lancer donc, sur une clientèle davantage de millennials, et puis Expérience, donc on évoquait tout à l'heure, qui a été lancée il y a maintenant à peu près 1 an, qui commence à se développer sur de nombreuses destinations, y compris en France, des projets. Donc raconte-nous un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité d'Airbnb. Alors, je peux répondre à toutes les questions après, si vous voulez, sur le développement, sur ce qui se passe sur Airbnb, sur vraiment tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, je voulais plutôt vous parler, parce que je pense que le public ici s'intéresse plutôt au territoire, aux destinations, ce qu'on peut faire pour aider à faire venir plus de voyageurs dans vos destinations. Et donc, je voudrais vous expliquer pourquoi, en tout cas, notre vision, c'est qu'on est vraiment une opportunité pour les zones rurales. Donc, vous n'êtes pas tous des zones rurales, mais il se trouve que
Airbnb a commencé, vous le savez, plutôt dans des villes et qu'aujourd'hui, on est vraiment partout en France. Je voulais illustrer ça par un exemple très concret qui est il y a 3 jours, en fait, quand j'ai regardé où est-ce que j'allais dormir à Pau. Voilà sur quoi je suis tombée. C'est la première page quand j'ai regardé pour Pau. Et la 3e annonce, là on voit une vache, c'est une annonce qu'on me propose tout de suite, qui est un tout petit peu à l'extérieur de Pau, qui est chez 2 agriculteurs, un jeune couple. Je les connais absolument pas, j'ai juste été regarder leur page Airbnb. Et je peux vous dire que les commentaires, franchement, c'était totalement hasard, mais ils sont absolument dithyrambiques. Ils sont géniaux, ils ont une petite fille. On a été traire les vaches quand on était chez eux. Je suis accueillie chez eux comme chez des amis. Bref, succès total. Alors que je suis sûre que c'était des gens qui pouvaient dormir avant dans le centre, qui aujourd'hui dorment un peu plus loin parce que l'expérience plus rurale, disons plus authentique, en fait, les gens adorent. Tout ça pour vous dire que Airbnb, aujourd'hui, effectivement, on n'est plus seulement dans le centre de grandes villes, de grandes métropoles. On est absolument partout. On a plus de 400 000 annonces. Là, c'est la carte avec des petits points qui représentent toutes les annonces Airbnb. On est présent dans 20 000 communes. Alors, il y a beaucoup de chiffres, hein, mais en gros, tout ça pour vous dire que c'est plus un phénomène juste d'un week-end à Lisbonne ou à Berlin, mais qu'aujourd'hui, les gens partent en vacances en famille en France, font des longs séjours en Normandie, évidemment en région Nouvelle-Aquitaine, ils partent de Bordeaux pour quelques jours pour un week-end. Donc c'est vraiment devenu un phénomène extrêmement important. Je vous rappelle que la France, c'est le 2e pays pour Airbnb. C'est évidemment un pays très touristique, donc on peut comprendre pourquoi, mais je pense que les Français sont particulièrement attachés à cette façon de voyager et justement, disons, à l'authenticité, au terroir. Et je pense que c'est vraiment une spécificité aussi de notre pays. Donc 8,3 millions d'arrivées voyageurs en 2016. Je voulais vous montrer aussi en Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement, le nombre de voyageurs en 4 ans a explosé. Donc vous voyez 6 000 en 2012, près de 900 000 en 2016, même un peu plus, parce que ça s'est arrêté, je crois, enfin, disons autour de 900 000. On voit qu'en 2012, c'est le petit point violet. On était en gros à Bordeaux, et puis aujourd'hui, on est à peu près partout. Je ne vais pas demander, parce que Amandine l'a fait pour Futuroscope. Est-ce que vous avez déjà utilisé Airbnb en tant que voyageur? Vous levez la main. Voilà, bon, alors, bravo, c'est magnifique. Alors, autre question, normalement il y en a un peu moins. Est-ce que vous avez déjà reçu des voyageurs chez vous en tant qu'hôte? Ah oui, il y en a clairement moins. Ou vous n'avez peut-être pas envie de le dire. Bon. En tout cas, il y en a de plus en plus en France, évidemment. Je sais bien que, a priori, vous connaissez tous le phénomène et la plateforme. Mais voilà, je pense que cette carte montre bien qu'aujourd'hui, on sert vraiment à disperser le tourisme, notamment dans cette région. Et voilà, on espère que ça va continuer et que tout le monde pourra bénéficier des retombées du tourisme grâce à Airbnb. Pourquoi est-ce que ça donne tout pour les zones rurales? 4 points, mais je pense que vous avez ça en tête. Évidemment, c'est une nouvelle offre d'hébergement. Qui dit offre d'hébergement dit des flux touristiques nouveaux, puisque le tourisme est plutôt un marché d'offres. C'est des nouveaux types de voyageurs. On parle beaucoup de gîtes qui sont évidemment dans les zones rurales depuis longtemps et qui nous disent avec Airbnb, en gros, c'est des gens qui viennent un peu moins longtemps, un peu plus internationaux, un peu plus jeunes. Ça renouvelle ma clientèle. C'est des gens un peu différents. Il y a une vraie communauté Airbnb. Je suis sûre que ça vous parle. En tout cas, c'est vraiment ce qui se passe. Je parlais d'authenticité, je pense que c'est assez clair. Aller chez des gens comme chez Alice et Christophe à côté de Pau, c'est une vraie expérience dont on se souvient. Et évidemment, c'est des retombées économiques pour la région. On se retrouve dans un village où il n'y avait jamais eu un touriste. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se retrouve à la boulangerie alors que personne ne l'a jamais vu, quoi. Donc un chiffre, en gros, c'est 47 000 annonces en 2016 dans les zones rurales. La ruralité, oui, je ne l'ai pas précisé, je sais bien que c'est très très large et ça ne veut un peu rien dire. Il y a différentes sortes de ruralité, très isolées, profondes, périurbains, ça veut un peu rien dire, mais là on a pris en dessous de 150 habitants au kilomètre carré. Mais bon, ça donne une idée, donc c'est assez important, c'est plus de 10% de notre offre. C'est 88% de croissance et 105 millions de revenus pour les autres dans les zones rurales, donc c'est non négligeable, c'est vraiment du pouvoir d'achat pour eux en plus par an.
C'est un sujet, ça je vais passer assez vite, mais qui vraiment nous préoccupe de plus en plus. On est en train d'analyser notre impact dans les zones rurales. On avait fait un rapport sur le sujet avec Terra Nova, donc on en parlera plus dans les prochaines semaines, mais on a vraiment envie de faire des choses pour développer le tourisme rural. Très rapidement, les projets qu'on a en Europe aujourd'hui pour promouvoir ça. Déjà, c'est un projet qu'on a mené l'année dernière qui s'appelle Maison de France. Pour pas être long et comme il y a une petite vidéo, je vais vous dire 2 mots. En gros, l'idée, c'était de faire élire par le grand public un ambassadeur régional qui non seulement avait une maison, donc un patrimoine qui représentait bien sa région, mais aussi quelqu'un qui était amoureux de sa région et qui était en fait le meilleur ambassadeur de sa région. Et vous allez voir dans la vidéo, l'ambassadeur qui a gagné avec des milliers de votes, c'est Fred, qui habite à Quinçon, donc au-dessus de Aix-en-Provence, disons, entre Aix-en-Provence et Marseille, et qui est très sympathique, vous allez voir. Mon père, il est maçon, et je suis aussi maçon, donc on est vraiment maçon de père et fils. Il faut être humble devant ce que nos anciens nous ont laissé. On n'a rien inventé en fait. On n'a rien inventé. Cette maison, c'était une ruine. C'était une ruine et donc on est parti de rien, quoi. C'était vraiment un tas de pierres. C'était un tas de pierres. Quand on a commencé les travaux, on ne s'attendait pas justement à recevoir tant de voyageurs. C'est qu'une bergerie au départ, hein. C'est pas un palace, c'est une maison qui accueillait les animaux. C'était une bergerie, c'était pour les moutons. Maintenant, voilà, ça accueille des hommes, ça accueille des hommes et puis on en est fiers, quoi. Le concours Maison de France a été l'aboutissement de tout ça, c'est 15 années de travail. Et le fait d'être ambassadeur Airbnb Maison de France, le fait qu'on me félicite, qu'on m'encourage aussi à persévérer dans ma démarche, je le vois comme une belle chose, quoi. Parce que bon, cette maison, elle nous le rend maintenant, elle nous le rend en nous faisant venir des voyageurs du monde entier. Nous prenons le temps avec nos voyageurs de faire le tour de la région et nous les menons dans des endroits qui valent le coup d'être vus. Mais c'est aussi intéressant pour eux de savoir ce que moi je suis, ce que nous faisons ici. On a 3 hectares d'oliviers sur Quinçon. Donc durant leur séjour, on essaie de les éduquer pour justement qu'ils puissent savoir ce que c'est qu'une vraie huile d'olive. On fait goûter aussi les tomates du jardin. Avec l'huile, c'est vrai que bon, ça va bien ensemble, quoi, avec une pointe de basilic dessus. Cette maison a été faite pour ma famille, pour mes enfants, mes petits-enfants. Donc on voulait un lieu de rencontre, un lieu où on pourrait se retrouver tous et le pari est gagné, quoi, le pari est gagné. Cette maison a une âme maintenant. Voilà, donc c'est un exemple d'hôtes qui accueillent dans les zones rurales. C'est un exemple de programme qui a duré plusieurs mois, parce qu'on a mis beaucoup de vidéos sur Facebook, on a envoyé des influenceurs dans chaque région faire des photos, on a poussé ce contenu auprès d'un public étranger, donc ça a été vraiment tout un programme de mise en valeur des régions françaises. Je voulais finir... si j'arrive, par un autre programme qu'on a fait en Italie, mais qui serait intéressant, j'espère qu'on va pouvoir le reproduire en France, c'est de mettre en valeur des villages. On a annoncé ça cette semaine, il y a eu des articles d'ailleurs aujourd'hui sur ce sujet. On a fait un portail totalement dédié en fait aux villages italiens, les borghi, parce que c'est l'année des borghi en Italie, et donc on a fait un partenariat avec le ministère du Tourisme pour faire beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux, mettre en avant une vingtaine de villages. On a même rénové à l'intérieur de villages des maisons. On a fait ça dans 3 villages. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec les destinations françaises. Moi, évidemment, je suis à votre écoute si jamais vous voulez parler de projets. On a même créé un fonds. Pardon, c'est la fin. C'est pas grave. Je m'en occupe ici. Ouais. On a même créé un fonds pour
pour aider à promouvoir des destinations, des festivals ou des événements. Donc voilà, on a beaucoup de choses en cours, je ne vais pas être trop longue, mais n'hésitez pas à venir me voir et on parlera de tout ça. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas sur les questions. Merci beaucoup, Sarah. Michel, peut-être une réaction par rapport à ce que vient de nous présenter Sarah et à l'offre donc dans un monde rural parfois dépourvu effectivement d'hébergement. Oui, comment est-ce que vous voyez, de quel œil vous voyez Je vais peut-être resituer un tout petit peu l'ensemble, parce que Ouais. finalement on parle beaucoup, et c'est normal puisque c'est Sarah qui fait la présentation d'Airbnb et du collaboratif. Si on prend l'exemple de la région Nouvelle-Aquitaine, on a aussi la première offre d'hébergement plein air, d'hôtellerie de plein air. On est en train de progresser, on est en train d'investir fortement sur une évolution de l'hôtellerie avec un objectif, être à la fois respectueux de l'environnement et des populations. Et finalement, l'offre d'Airbnb doit être une offre, et je préfère dire, pas seulement Airbnb, il y a HomeAway, Abritel, Le Bon Coin, une offre complémentaire finalement de l'offre qui est demandée. Il faut penser que 47% des Européens répondent qu'ils veulent s'héberger dans des hôtels. C'est-à-dire, effectivement, il y a des tendances lourdes. Il reste de la place pour tout le monde. Mais il reste de la place pour tout le monde, donc il faut rappeler aussi l'ensemble des acteurs. Et en fait, quand on parle de filières, et tout à l'heure, tu l'as dit, Amandine, il y a les hôtels autour du Futuroscope, et puis on va sur du collaboratif pour avoir un complément d'hébergement. Mais il faut bien penser finalement que c'est cet ensemble et cet environnement qui fait que notre tourisme est en forte croissance et que les populations vont pouvoir l'accepter. Donc il faut aussi qu'on arrive à créer cet hébergement hôtelier de qualité avec un accueil bien spécifique. Mais c'est intéressant d'avoir vu sur cette table ronde l'importance, de la data, de l'importance finalement de tout ce qui est relationnel, de l'expérience qu'on arrive à vivre comme touriste sur le territoire et finalement arriver à améliorer la satisfaction du touriste en personnalisant l'offre et en faisant découvrir les territoires et les populations. Donc là, et l'e-tourisme, je pense qu'il peut réussir à continuer à faire et à créer cette expérience nouvelle. Et en France, on a encore cette progression à faire par rapport à d'autres destinations. Merci. François, tu voulais ajouter quelque chose ? Ah non, je t'ai vu me regarder, d'accord. Alors, si, peut-être une question directe. Chez tes deux collègues, Amandine, Sarah, si tu devais prendre quelque chose du Futuroscope ou d'Airbnb, ce serait quoi ? Alors Airbnb, on a essayé, ça s'est pas super bien passé. Donc moi, je vais garder un peu de distance. Non, mais c'était, non, mais je le dis vraiment. Enfin, pour moi, c'est un gâchis. Enfin, c'était il y a 2 ans, on a essayé de faire, c'était une opération. L'idée, c'était de permettre à 200 personnes qui partaient en train de louer leur appartement à elles, de manière à avoir plus d'argent à dépenser dans les destinations. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait ? La Terre, ça allait s'écrouler, la France en danger. Bon, voilà. Donc, on a plié les Gaules. Tant qu'il n'y a pas possibilité de discuter de ces choses-là, on restera en retrait. Mais voilà, moi, c'était vraiment un gâchis. Et en tout cas, je pense qu'on aurait pu faire une très belle histoire là-dessus. Après le Futuroscope, moi, ce que je trouve fascinant dans le Futuroscope, c'est la capacité à raconter une histoire. Comment est-ce qu'on est capable, mais c'est comme d'autres parcs d'attractions, nous, on est juste dans le digital, mais quelque part, on gère tous des circulations. Donc vous, c'est des circulations physiques, nous, c'est des circulations virtuelles, et je trouve que vous avez une science de cela, une excellence là-dedans, qui n'est peut-être pas le cœur de ce qu'on projette chez vous, mais moi je trouve que d'un point de vue expérience client digital, arriver à la ramener chez nous, je serais extrêmement ravi qu'on puisse en discuter d'une façon ou d'une autre, parce que ça, c'est la clé de tout.
Ça, Amandine, même question pour toi. Chez Airbnb, chez Voyage SNCF, oui SNCF bientôt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse plus particulièrement? Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous apporterai un micro. N'hésitez pas à lever la main pendant la réponse d'Amandine. Je vais faire une blague ironique, mais ce qui m'intéresse chez Voyage SNCF, c'est la LGV. Nous avons une gare au Futuroscope qui n'est pas desservie par la LGV, qui est accessible à pied directement au parc. Nous sommes en discussion avec la région justement pour que la desserte TER dont parlait Michel s'améliore, parce que mettre Poitiers à 1h15 de Montparnasse et à 2h du Futuroscope, alors qu'avant on était à 1h35, c'est un petit peu compliqué en confort de visite. Voilà. Donc, je serais ravie qu'on en rediscute aussi. Airbnb, moi ce que je trouve... Je crois que François ne fait que vendre des billets de train, mais bon, tu passeras le message. Ah non, pitié. Non, elle fonctionne très très bien cette gare. Airbnb, ce que je trouve intéressant, c'est l'affinitaire, c'est de permettre à des gens de voyager autrement. Effectivement, il y a la place pour tout le monde. Nous, on a 90% des gens qui viennent chez nous qui déclarent vouloir dormir dans un hôtel classique, mais c'est ceux d'aujourd'hui. Ceux de demain, je suis pas sûre. Dans la salle, entre un hôtel classique et un hôtel un hébergement un peu insolite, je pense que le choix dans les 5 prochaines années sera vite fait. Donc, le taux d'occupation de nos hôtels n'a absolument pas chuté depuis qu'Airbnb s'est installé. Bon, la fréquentation du Futuroscope a cru en attendant et a profité à tout le monde, à tous les types d'hébergements. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est un nouveau mode de voyager pour une cible qui n'était pas intéressée par des critères classiques aujourd'hui. Effectivement, le critère du prix, mais la ruralité. Michel en a parlé aussi. Futuroscope, c'était juste un champ pour les vaches, il y a 30 ans. Monory en a fait le numéro 2 des parcs d'attractions en France et la première destination touristique de la Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a encore des choses à faire dans la ruralité. Des projets comme le Futuroscope, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les pouvoirs publics auront les moyens d'en faire, pour plein de raisons. Le privé non plus, pour plein de raisons aussi. Et du coup, c'est plein d'initiatives comme ça qui permettront de rendre le tourisme rural plus attractif. Et je crois qu'on a de beaux jours devant nous, notamment grâce à la nouvelle génération qui est très représentée dans cette salle. Sarah, même question pour toi? Oui, je me disais que sur le Futuroscope, il y avait aussi, à mon avis, un travail à faire avec les hôtes déjà existants. Parce que je suis sûre, parmi ces hôtes, il y en a qui sont jamais allés au Futuroscope ou qui connaissent pas vraiment, qui conseillent pas forcément aux gens d'y aller. Donc nous, on fait beaucoup de rencontres, on appelle ça des meet-up, avec nos hôtes. Et une des idées, ça pourrait être déjà de faire une rencontre avec les gens autour pour leur dire que vous soyez là, leur montrer, je sais pas, le prospectus, combien ça coûte, ce qu'il y a à faire là-bas, etc. Et généralement, déjà, ça draine pas mal de gens dans la destination. Et le voyage SNCF, évidemment, je trouve que c'est toujours une très bonne idée de faire partir les gens en vacances et en même temps qu'ils louent leur logement. Voilà. Les choses changent. On est arrivé en France en 2012. Je sais bien que ça a perturbé pas mal de gens, mais en même temps, voilà, on s'installe dans le paysage touristique. Je pense que je rencontre beaucoup de gens et j'ai des retours assez différents de ce que mes prédécesseurs aussi pouvaient avoir il y a quelques années. Donc tant mieux. Voilà. Merci. Petit moment geek. Quel est en ce moment le petit joujou, la techno qui vous fait vraiment rêver, kiffer, à titre perso ou pro d'ailleurs, qu'importe, en une phrase? Sarah, tu commences, tu as le micro. Alors, c'est une technologie... alors moi, j'adore écouter de la musique. Ça s'appelle De Vialet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le fantôme. Alors, c'est un produit qui coûte un peu cher, mais qui est extraordinaire si vous aimez écouter de la musique. C'est une start-up française. Distribuée dans les Apple Store. Distribuée dans les Apple Store. C'est le meilleur son au monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent et je le pense vraiment. Et je vous recommande, si vous aimez écouter de la musique, d'essayer d'aller dans une boutique De Vialet pour essayer juste l'expérience sonore. Le vrai problème, c'est qu'après, on a du mal à acheter autre chose. Oui, mais déjà parce qu'on est geek, on aime bien essayer. Juste essayer une fois, c'est sympa. Ouais. Amandine? Moi, je suis Candy Crush Saga depuis 4 ans. King, moi, ça me fascine complètement. Je connais les enjeux sur les données, je connais les enjeux sur le fait de filer sa carte bleue. Ils ont mon numéro de carte bleue depuis 4 ans. J'y joue tous les jours. C'est une catastrophe. Je suis complètement addict. Pourquoi ça me fascine au-delà de ça? J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure, pendant que tu faisais ta présentation, tu étais en train de jouer sur ton téléphone. Aussi. Je suis au 2662 depuis 3 jours. J'ai battu mon record. Faut que je passe au-dessus. Non, plus sérieusement, pourquoi je parle de ça? C'est parce que je trouve que King a réussi à ludifier des moments morts
que les nouvelles applications, enfin les applications tout court, et les nouvelles techno et le digital permettent de gagner du temps pour les sites web, du Waze, enfin moi je suis assez addict à des choses qui me font gagner du temps. Ouais. Du coup, ça Comme me permet Candy d'occuper Crush, des temps morts et de ludifier ça. C'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi au Futuro, en se disant qu'on gagne du temps sur des choses chiantes, parce que quand j'y joue, c'est parce que je m'ennuie. Je n'y jouais pas tout à l'heure. Et en revanche, du coup, pour que les gens aient plus de temps pour bénéficier du lien humain, on l'a un peu tous dit, mais le digital, c'est upgrader l'expérience, c'est personnaliser l'expérience. Nous, ça passe davantage par le lien humain. On est le premier site touristique en France où la note de satisfaction sur l'accueil humain est la meilleure. On est à plus de 9 sur 10, largement devant Disney et d'autres sites touristiques. Donc, il faut ludifier des moments qui servent à rien et gagner du temps là-dessus pour permettre aux gens de ne pas penser au temps qui passe et en passer le plus possible avec des vrais gens. Ouais. François ? Moi, je n'arrive pas à ne plus être impressionné par la réalité virtuelle. Moi, j'adore le truc, vous savez, c'est HTC qui fait ça, c'est le live. C'est-à-dire qu'au-delà de vivre une expérience, vous êtes vraiment comme dans du Photoshop. Donc, vous êtes là dans cet univers, vous faites ça, il y a de la neige qui tombe, vous faites ça, le soleil se couche. Et alors moi, ça me fascine complètement. Enfin, je pense que je vais finir là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas. Je vais finir comme. C'est pas grave. Hein. Non, mais je veux dire, un jour, vous me déconnecterez, je sais pas. Non, je trouve ça vraiment. Et je trouve que on n'a pas encore exploré toute la portée artistique, magique de ce. C'est vraiment un média. C'est un nouveau média. C'est vraiment très très beau. Ouais, j'adore. Je voyais Michel réagir. Oui, je savais que je devais prendre la parole en premier parce que finalement, il a fini par le dire. Mais l'imagerie virtuelle, c'est quand même incroyable. Et au niveau du tourisme, c'est peut-être pouvoir revivre certaines époques. On parlait tout à l'heure d'expérience. Arriver dans des sites sur lesquels on revit peut-être ce qui s'est passé à un moment donné. Reconstruire des espaces qui sont finalement... On est ébahi devant des ruines, et parfois le revoir construit dans de l'image virtuelle. Et puis après, quelque chose qui est un peu moins touristique, mais il y a quelque chose qui m'impressionne aussi, c'est l'impression en 3D, où je trouve qu'il y a encore plein de choses à faire avec. Et je pense, on n'a pas encore inventé ce qu'on va pouvoir en faire dans le tourisme, mais il y aura bien quelque chose qui viendra avec aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Oui, alors je descends avec un micro, je vous l'emprunte. Ou si tu veux bien te lever, je te le passe. Parfait. Vous vous présentez s'il vous plaît, et puis une question courte, une réponse courte. Oui, alors monsieur Long Fabrice de l'ADT Touraine. Moi je suis un très grand utilisateur des Airbnb, moins de SNCF, mais pour une question de coût, je privilégie plus le Blablacar. Pour Airbnb, vous avez fait voir une vidéo bien polissée de l'hôte accueillant qui fait partager, on va dire, son expérience. Moi, j'ai vécu une autre expérience, notamment à Barcelone, où pour le coup, l'hôte n'était pas présent, on était dans un logement vide, on a plusieurs personnes. Comment arrivez-vous à contrer finalement, on va dire, cette mauvaise publicité que vous ont fait les Barcelonais avec les touristes, dégagez-vous, on ne peut plus habiter dans notre ville? Alors Barcelone, ils ont des vrais enjeux touristiques bien au-delà d'Airbnb et malheureusement il y a eu des attentats aussi cet été, mais je pense que ça va continuer et honnêtement c'est pas que Airbnb l'enjeu, donc il y a des vrais enjeux touristiques à Barcelone. Sur le fait que là c'est des gens bien polissés et qu'il y a des gens moins polissés à Barcelone, franchement, il y a de tout sur Airbnb. Il y a beaucoup plus de gens comme ça que de... La question, c'est le tri de l'offre, en fait, la qualification de l'offre. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, vous avez évolué en étant une plateforme de distribution, tu l'évoquais tout à l'heure, avec des gîtes qui sont présents parfois chez Clé Vacances, chez Gîtes de France, qui viennent se distribuer chez vous. Et même des hôtels aujourd'hui, des partenariats comme avec Château et Hôtel Collection. Donc voilà, il y a une offre qui s'est diversifiée. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir des offres qui... Je suis bien d'accord. Ouais. Franchement, il y a vraiment de tout. Et pour presque tous les goûts aujourd'hui. C'est vrai que ça a commencé avec un matelas gonflable chez Trois Colocs qui avait 25 ans. Et aujourd'hui, il y a effectivement des manoirs de Château et Télécollection. Il y a des gîtes, il y a des chambres d'hôtes, il y a des chambres chez l'habitant. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé, je le reconnais, mais je pense que c'est parce que les gens ont aussi mis des offres différentes. Et enfin voilà, on est vraiment une plateforme. Et les gens trouvent ce qu'ils veulent sur la plateforme. Après, ce qui marche toujours, c'est des hôtes authentiques, sympas, accueillants, avec quelque chose qui a du charme et du caractère, quoi.
Merci Sarah. Une autre question? Oui, j'avais une question un peu similaire. Je suis Catalina Cueto de l'écotouristique. Dans quelle mesure les offices du tourisme actuellement renvoient volontiers et facilement vers la plateforme Airbnb? Alors, pardon, j'ai peut-être pas bien compris votre question. Comment est-ce que les offices du tourisme... Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des offices de tourisme qui en fait, renvoient vers l'offre Airbnb leur clientèle? Quelqu'un qui viendrait à l'accueil ou sur leur site, alors sur le site internet, je ne crois pas. C'est plutôt. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui parfois recommandent un logement Airbnb, que ce soit à l'accueil, dans une communication mail? Vous pouvez lever la main? A priori, pas pour l'instant. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'opération avec Borghi, il y a eu aussi avec la Suède, là, sur un territoire plus grand, une opération où vous avez mis effectivement un sous-domaine à disposition. Est-ce que demain, c'est envisageable de le faire en France, avec une destination qui serait ici, sur un projet spécifique? Ah oui, bien sûr. Surtout, nous, on fait ça surtout aussi pour des grands événements. Alors, on a fait par exemple pour Rio, les Jeux à Rio, il y a 2 ans maintenant. Oui, on a vu la lettre, effectivement, sur Paris 2024, qui a été annoncée. Oui, il y a une lettre de Brian Chesky, notre CEO et fondateur pour Paris 2024. Mais enfin, en gros, on peut travailler effectivement avec des offices du tourisme, des CRT ou des régions sur des grands événements pour amener plus d'hébergement ou dire aux gens de mettre leur hébergement en ligne, etc. Il y a 10 000 choses qu'on peut penser. En revanche, c'est vrai qu'on n'est pas forcément en contact avec chacun d'entre vous, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour ça aujourd'hui. Parfait. Bien, écoutez, je vais vous remercier. Bravo à vous pour vos interventions.